Dans le calme d'un dîner, des officiers se moquaient de Jason Statham, mais le destin leur réservait un retournement de situation choquant. Les feux arrière de l'ambulance s'étaient estompés au loin, tandis que Jason Statham se tenait seul dans l'allée vide, ses mains encore tachées du sang d'Emily. Les sirènes s'étaient depuis longtemps tues, mais leur écho persistait, rebondissant entre les parois de son esprit, tel un cri dans une pièce vide. Son téléphone vibra dans sa poche, le 3e appel de l'hôpital. Il n'arrivait pas à se résoudre à répondre. Pas encore. La pluie commença à tomber, d'abord doucement puis avec plus d'intensité, lavant le sang restant de ses mains en petites flaques cramoisies à ses pieds. La tempête reflétait son tumulte intérieur alors que les images des instants précédents envahissaient ses pensées. Le visage pâle d'Emily, ses yeux grands ouverts par la peur, le couteau toujours enfoncé dans son abdomen, sa propre voix se brisant alors qu'il implorait l'opérateur du 911 de se dépêcher. « Jason !» Jason se retourna pour voir Bron, le frère de 16 ans d'Emily, se tenant dans l'embrasure de la porte, les épaules voûtées, le visage livide. Les mains du garçon tremblaient le long de son corps. « Elle va mourir. »« N'est-ce pas ?» murmura Bron, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. Jason avait envie de mentir, d'offrir une assurance creuse. Mais la vérité planait entre eux tel un gibet. C'était la faute de Bron. La dispute, la colère, la poussée qui avait envoyé Emily se fracasser contre la table basse en verre. Un accident, certes, mais né d'années de rage incontrôlée que Jason avait choisi d'ignorer. « Je ne sais pas », répondit enfin Jason d'une voix rauque. « Je ne sais vraiment pas. » Avant que Bron ne puisse réagir, des phares déchirèrent la pluie alors qu'une berline noire s'engageait dans l'allée. La détective Rebecca Mercer en sortit, le visage impassible, masquant son détachement professionnel. Mais Jason savait mieux. Il la connaissait bien avant qu'elle ne porte un insigne, à une époque où ils étaient tous deux des personnes différentes. « J'ai besoin de parler à Bron », déclara-t-elle sans laisser transparaître le moindre indice de leur histoire commune. « Et il faut que ce soit tout de suite. » Jason regarda tour à tour le garçon et la femme qu'il avait jadis aimés, soudainement conscient que cet instant, ce moment précis, diviserait à jamais sa vie en deux, avant et après. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait bâti sur les cendres de tout ce qu'il pensait savoir. « Bron, » dit Jason en se tournant vers lui, « raconte-lui tout, et cette fois, dis la vérité. » 7 ans plus tôt, Jason Statham était un homme différent. À 42 ans, il s'était déjà imposé comme l'un des plus grands stars d'action d'Hollywood, son nom étant associé à quelques-unes des franchises les plus rentables du milieu. Sa villa dominait le Pacifique, ses voitures faisaient la une des magazines de luxe et sa carrière entrait dans sa période de gloire. Il avait tout ce que beaucoup enviaient, mais que peu comprenaient le prix à payer pour maintenir. Car sous la façade polie, des fractures se formaient, des fissures quasi invisibles qui finiraient par tout faire s'écrouler. Le premier grand tremblement survint un mardi pluvieux de mars, lorsque Jason reçut un appel qui allait tout changer. « Monsieur Statham, » dit le producteur à l'autre bout du fil, « le projet a été annulé. Ce n'était pas n'importe quel projet, c'était celui sur lequel Jason avait passé des années à travailler, un rôle dramatique qui lui aurait enfin permis de se libérer du carcan du héros d'action. » Presque du jour au lendemain, Jason se retrouva à un carrefour, remettant en question son chemin et sa raison d'être dans une industrie qui paraissait de plus en plus superficielle. Cherchant un sens au-delà d'Hollywood, Jason se mit à collaborer avec des actions humanitaires, se retrouvant finalement dans une petite ville du Mississippi dévastée par les inondations. C'est là qu'il rencontra Bron, un père célibataire en difficulté, essayant d'élever sa fille Emily après la mort de sa femme. Jason fut immédiatement attiré par leur résilience face à des défis accablants. Elle ne se souvient, à même plus de sa mère, confia Bron une nuit, les larmes menaçant de couler alors qu'Emily dormait dans la pièce voisine. Elle n'avait que 3 ans quand nous l'avons perdue. « Est-ce pour cela que tu continues ?» demanda Jason, sincèrement curieux de savoir ce qui donnait la force à cet homme. Bron regarda vers la chambre de sa fille. « C'est pour elle que je fais tout. » Jason commença à passer davantage de temps avec la famille, aidant à reconstruire leur maison, apportant des fournitures artistiques à Emily lorsqu'il remarqua son talent pour le dessin. La petite fille était d'abord timide. L'observant,
avec des yeux méfiants, qui avaient vu trop de pertes pour quelqu'un d'aussi jeune. « Tu es l'homme du cinéma, dit-elle un jour, rompant enfin son silence à son égard. « Je l'étais, répondit Jason. « Maintenant, je suis juste moi. » Emily l'observa avec cette intensité solennelle que les enfants possèdent parfois. « J'aime mieux le toit simple. » Ce jour-là, quelque chose changea en Jason. La réalisation que la connexion qu'il ressentait avec cet enfant et son père était plus réelle que tout ce qu'il avait expérimenté durant des années de célébrité. Puis vint le jour où Bron s'effondra en travaillant sur le toit. Le diagnostic fut rapide et impitoyable. Un cancer avancé, trop tard pour être traité. À l'hôpital, Bron serra la main de Jason avec une force surprenante. « Promets-moi, murmura-t-il, chaque mot se faisant lutter. Promets que tu prendras soin d'Emily. » Et Jason, qui ne s'était jamais vu comme un père, fit une promesse qui allait redéfinir sa vie. « Je te le promets. » 3 mois plus tard, Bron avait disparu et Jason se retrouva face au défi de tenir sa parole. La petite communauté se montrait méfiante quant aux intentions de la star hollywoodienne envers la jeune fille noire. Des murmures les suivaient, des doutes hantaient chaque interaction. Pourquoi voudrait-il d'elle, à moins qu'il n'ait quelque chose de louche, entendit un jour Jason dans le magasin du coin. Mais la confiance d'Emily ne faiblit jamais. Quand est-ce qu'on rentre à la maison ? Demanda-t-elle le lendemain de l'enterrement de son père, sa petite main dans la sienne. Où veux-tu que soit la maison ? Demanda Jason avec précaution. Ça, c'est avec toi, répondit-elle simplement comme si la réponse était évidente. Et ainsi, Jason emmena Emily à Los Angeles, naviguant à travers le complexe processus légal de l'adoption, tout en essayant de la protéger des médias voraces. Il se retira de la scène cinématographique pour se concentrer sur la stabilité d'Emily et encourager son talent artistique qui s'épanouissait sous sa sollicitude. Mais Hollywood ne fut pas clément envers cette famille inattendue. Les tabloïds remettaient en question ses intentions. Les directeurs de casting oubliaient son numéro et d'anciens collègues l'évitaient lors des événements de l'industrie. « Has been », murmurait-il, « suicide professionnel ». Emily dut affronter ses propres batailles dans l'école privée exclusive où Jason l'avait inscrite. Les autres enfants étaient cruels, l'excluant pour sa différence, pour ses origines, pour sa relation avec Jason. « Pourquoi me déteste-t-il » demanda-t-elle un soir, les larmes coulant sur son visage après une journée particulièrement difficile. Jason la serra contre lui. « Ils ne te détestent pas. Ils ne nous comprennent tout simplement pas encore. Mais ils comprendront. »« Tu le promets » demanda-t-elle d'une voix minuscule. « Je te le promets » répondit-il, bien qu'il ne sache pas comment il ferait pour tenir cette promesse. Au fil de sa croissance, le talent d'Emily grandissait aussi. À 12 ans, ses peintures attiraient l'attention de critiques d'art sérieux. Un propriétaire de galerie, ayant aperçu ses œuvres lors d'une exposition scolaire, proposa d'organiser une exposition mettant en valeur ses pièces. Cela aurait dû être un triomphe, mais le soir de l'ouverture, Emily s'effondra. Le diagnostic tomba comme un coup physique. La même maladie génétique rare qui avait emporté son père menaçait désormais sa vie. « Combien de temps ?» demanda Jason au médecin pendant qu'Emily dormait dans son lit d'hôpital. « Ça, un an. Peut-être moins. Je suis désolé, monsieur Statham. » Jason refusa d'accepter la situation. Il chercha des seconds avis, des traitements expérimentaux, des thérapies alternatives, tout ce qui pourrait sauver l'enfant qui était devenu son univers. Il dépensa sa fortune en frais médicaux, vendit sa villa, ses voitures, tout ce qui avait de la valeur. Emily observait tout cela avec des yeux bien trop sages pour son âge. « Arrête », dit-elle un soir, alors que Jason se lançait dans la recherche d'un nouveau traitement expérimental. « Tu en fais trop pour me sauver au lieu de simplement être avec moi. » Jason leva les yeux, surpris par sa perspicacité. « Mais j'avais promis à ton père de m'occuper de toi. »« Et tu l'as fait, » répondit-elle doucement. « Maintenant, promets-moi quelque chose. Ça, n'importe quoi. Promets-moi que tu iras bien après. » C'était la promesse la plus difficile qu'il ait jamais faite. Il ne voulait pas lui faire de mal, dit Jason, assis en face de Rebecca dans la salle d'attente de l'hôpital. 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient amené Emily, et toujours aucune nouvelle sur son état. C'était un accident. Le visage de Rebecca demeurait impassible, son bloc-notes ouvert sur ses genoux. Elle avait rejoint la police des années auparavant.
à peu près au moment où elle et Jason avaient enfin reconnu que leur chemin s'éloignait l'un d'eux. L'autre. « Un accident », répéta-t-elle d'un ton plat. « Comme le accident à l'école l'année dernière ou le accident avec le chien de votre voisin. Jason, à un moment donné, tu dois arrêter de trouver des excuses. » Pour lui. Jason passa une main dans ses cheveux, désormais striés de gris prématuré. « Que veux-tu que je dise? Que Bron est incontrôlable? Que j'ai échoué avec lui? Très bien, j'ai échoué. Est-ce ce que tu veux entendre? » Rebecca, soupira, posant son stylo. Un instant, la façade de détective s'effaça, dévoilant la femme qu'il avait autrefois connue. « Ce dont j'ai besoin, c'est de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment Bron a fini dans ta vie, pour commencer. » Jason ferma les yeux, les événements des 2 dernières années défilant comme un diaporama derrière ses paupières. Après avoir appris le diagnostic d'Emily, il avait contacté la famille élargie, cherchant quiconque aurait pu lui fournir des informations sur ses antécédents médicaux ou éventuellement être compatible pour la greffe de cellules souches dont elle avait besoin. C'est au cours de ses recherches qu'il découvrit Bron, le demi-frère d'Emily, issu de la précédente relation de leur père, vivant en foyer après avoir été abandonné par sa mère. Sans en informer Emily, Jason avait pris des dispositions pour devenir le tuteur de Bron, espérant que le garçon pourrait être un donneur compatible pour sa sœur. Le test ADN révéla qu'ils étaient compatibles et Bron accepta la procédure qui pourrait sauver la vie d'Emily. « Je pensais pouvoir arranger les choses », expliqua Jason à Rebecca. « Pour elle, pour lui, pour nous tous. Je croyais, qu'en les réunissant, cela aiderait d'une manière ou d'une autre. Et au lieu de cela, cela a créé du ressentiment. » Conclut Rebecca. « Il s'est senti utilisé. »« C'est plus compliqué que ça, » insista Jason, bien qu'il sache qu'elle avait en partie raison. Bron, aux prises avec des problèmes d'abandon et ses propres démons, avait d'abord semblé reconnaissant d'être relié à sa sœur. Mais à mesure que l'état d'Emily s'améliorait après la greffe, l'attention de Jason s'était naturellement concentrée sur sa récupération. Le comportement de Bron s'était détérioré, ses problèmes de colère devenant plus prononcés. « Il a commencé une thérapie », poursuivit Jason. « Il essayait. Nous essayons tous. » La réponse de Rebecca fut interrompue lorsqu'un chirurgien en blouse ensanglantée s'approcha d'eux. Jason se leva, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Monsieur Statham », l'expression du chirurgien ne trahissait rien. « Emily est sortie de la chirurgie. Le couteau a manqué ses organes vitaux, mais elle a perdu une quantité importante de sang. Les 24 prochaines heures seront cruciales. » Jason expira de manière tremblante. « Puis-je la voir ?» Brièvement. « Elle est toujours inconsciente. » Alors que Jason se dirigeait pour suivre le chirurgien, Rebecca attrapa son bras. « Ce n'est pas fini, » dit-elle doucement. « Bron a besoin d'aide, d'une aide réelle. Et si tu ne lui en donnes pas, je le ferai. » Jason acquiesça, conscient qu'elle avait raison. « Je sais. Mais pour l'instant, il faut que je voie Emily. » La chambre d'hôpital était faiblement éclairée, les seuls bruits étant le bip régulier des moniteurs et le léger sifflement de l'oxygène. Emily paraissait incroyablement petite dans ce grand lit, ses cheveux foncés contrastant avec la tête d'oreiller blanche. Jason s'approcha prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne se brise sous son toucher. Il s'assit à côté d'elle, prenant délicatement sa main. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, bien qu'il sache qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « J'avais promis de te protéger et j'ai échoué. » Le poids de cet échec pesait sur lui, rendant la respiration difficile. Il avait tant essayé de créer un foyer pour ses 2 enfants brisés, de leur offrir stabilité et amour. Au lieu de cela, il les avait conduits ici, l'une se battant pour sa vie, l'autre confrontée à des conséquences qui allaient à jamais changer sa trajectoire. Le téléphone de Jason vibra de nouveau. Cette fois, il répondit. Jason. La voix de Bron était faible, empreinte de peur. Il se trouvait au poste de police, attendant d'être enregistré. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Jason regarda le visage pâle d'Emily, les tubes et fils qui la reliaient aux machines qui respiraient pour elle, qui surveillaient chaque battement de son cœur. La vérité était qu'il ne savait pas. Aucun d'eux ne le savait. « Elle se bat, » dit-il finalement, « comme elle l'a toujours fait. » Un silence s'ensuivit, puis un sanglot étouffé. « Je ne voulais pas lui faire de mal, je te jure, Jason,
J'étais tellement en colère et elle était là et... Sa voix se brisa. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Jason ferma les yeux, laissant les souvenirs le submerger. Son ancienne vie à Hollywood, vide malgré son glamour. Le père d'Emily, Bron Sr., lui confiant son bien le plus précieux. Le sourire d'Emily la première fois qu'elle l'appela « papa ». Le visage de Bron lorsqu'ils découvrirent qu'il pouvait sauver la vie de sa sœur. La famille. Un mot si simple pour un concept si complexe. « Pas tout », dit Jason en rouvrant les yeux pour regarder Emily. « Pas encore ». Alors qu'il était là quelque part entre le passé et l'avenir, Jason prit une décision. Fini de fuir, fini de faire semblant, fini de se cacher de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il était temps d'affronter toutes les ombres. 3 jours plus tard, Jason se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'Emily à l'hôpital, regardant Bron s'approcher du lit d'une démarche hésitante. Les mains du garçon tremblaient alors qu'il déposait un petit paquet emballé sur la table à côté d'elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Emily, sa voix faible mais claire. Elle avait repris connaissance la veille, sa convalescence qualifiée de remarquable par le personnel médical. Bron déglutit difficilement. « Ouvre-le. » Avec l'aide de Jason, Emily déballa le paquet pour découvrir une délicate figurine en verre, un phénix renaissant de ses cendres, les ailes déployées. « Je l'ai fait », dit Bron, évitant de croiser son regard. « Dans l'atelier, de verre de l'école, avant tout. » Il fit une pause en lutte avec lui-même. « Je suis désolé, Emily. Je suis vraiment, vraiment désolé. » Emily regarda la figurine, puis Bron, son expression indéchiffrable. Jason retint son souffle, conscient que ce moment contenait en lui l'avenir de tous. « Pourquoi l'as-tu fait » demanda-t-elle simplement. Les épaules de Bron s'affaissèrent. « Je ne sais pas. Je deviens tellement en colère parfois, et je n'arrive pas à me contrôler. C'est comme si quelque chose était brisé en moi. » Il finit par la regarder, les yeux embués de larmes. « Mais ce n'est pas une excuse. Je t'ai fait du mal et je ne pourrai jamais me pardonner. » Jason observa Emily qui réfléchissait, son visage juvénile empreint d'une solennité bien au-delà de son âge. Elle avait tout à fait le droit de rejeter les excuses de Bron, de lui demander de partir, de ne plus jamais vouloir le voir. Pourtant, elle tendit la main. « Je suis brisée moi aussi, » dit-elle doucement. « Peut-être que nous le sommes tous. » Bron fixa sa main tendue, puis la prit timidement. « Est-ce que cela veut dire que tu me pardonnes ?» Emily secoua la tête. « Pas encore, mais peut-être qu'un jour. » Ce n'était pas tout, mais c'était un début. Jason sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas exactement de l'espoir, mais peut-être son précurseur. Dehors, dans le couloir, Rebecca attendait, son expression plus douce que depuis des jours. Le procureur a accepté d'envisager un programme de réhabilitation pour mineurs plutôt que la détention, compte tenu des circonstances, expliqua-t-elle à Jason. Bron devra suivre une thérapie intensive, effectuer des travaux d'intérêt général et rester sous surveillance jusqu'à ses 21 ans. Jason hocha la tête, un sentiment de soulagement l'envahissant. « Merci. »« Ne me remercie pas, » répliqua-t-elle. « Je ne fais pas cela pour toi. Je le fais parce que ce garçon mérite une chance de devenir quelqu'un de meilleur que ce que ses circonstances lui ont imposé. » Elle hésita, puis ajouta « Nous le méritons tous. » Jason comprit ce qu'elle n'exprimait pas ouvertement, qu'en quelque sorte, elle faisait cela pour l'homme qu'elle avait autrefois connu, celui qu'elle croyait encore capable de se relever. « Je vais chercher de l'aide moi aussi, » lui dit-il, « pour nous tous, une aide réelle cette fois. » Le sourire de Rebecca était triste mais sincère. Tant mieux, il était grand temps. Alors qu'elle s'éloignait, Jason se retourna vers la chambre d'hôpital où Bron montrait à Emily comment la lumière jouait sur le phénix de verre, créant des arcs-en-ciel sur les murs immaculés. Ils souriaient tous les deux avec hésitation, comme pour tester si la joie était encore possible. Jason savait que le chemin à venir serait long et difficile. Bron portait en lui une obscurité qui ne se vaincrait pas aisément. Emily portait des cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Et Jason lui-même devait affronter ses propres démons, réparer ses erreurs.
Mais en observant ses enfants, car c'étaient bien eux, qu'importent les liens du sang ou du droit, trouver un instant de connexion au milieu du chaos qu'ils avaient créé, Jason se permit de croire en quelque chose qu'il avait perdu en chemin, la possibilité de rédemption, pas un effacement du passé, mais un avenir construit en ayant pleinement conscience, pas la perfection, mais des progrès, pas une fin heureuse, mais peut-être, avec le temps, une fin paisible. Dehors, la pluie recommença à tomber, maintenant plus douce, lavant les dernières traces de sang de l'allée où tout avait basculé. À l'intérieur, une famille, brisée, imparfaite, mais toujours d'une certaine manière unie, entamait le long et douloureux chemin de la guérison. Et quelque part, dans les interstices qui les séparaient, les ombres s'éclaircissaient, ne serait-ce qu'un peu, tandis que la vérité trouvait enfin sa voie.